J'espère sincèrement que tout roule pour vous. Il fallait absolument prendre un moment aujourd'hui pour remettre les pendules à l'heure. Parce que non, Nassar n'est pas juste un fugitif de plus sur la liste, ce n'est ni une rediffusion, ni un remake des évasions militaires auxquelles on a déjà assisté. Son départ a un poids, une portée, une résonance bien différente. Rien à voir avec les précédentes cavales de haut gradé. On a déjà vu des généraux prendre le large, ce n'est pas nouveau. L'été 2019, souvenez-vous, Belser, ex-chef de la gendarmerie nationale entre 2018 et 2019, ex-responsable de Bab Jedid Blida, et même d'Alger cumulait les titres et les galons. Il a eu la main sur tout le commandement de la première région militaire. Et ce n'est pas tout. Il y avait aussi Habib Chentouf, figure bien connue de la première région, puis Khaled Nezzar entre 2019 et fin 2020 avait lui aussi fait parler de lui, mais aucun de ces noms, aussi prestigieux soit-il, n'a déclenché un séisme comparable à ce que représente la fuite de Nassar. Des généraux algériens qui prennent le large, ce n'est pas un scoop. Certains l'ont fait en douce en se planquant derrière des prétextes de santé fragile ou de soi-disant voyage d'affaires. Des disparitions maquillées en escapades banales, on en a déjà vu, surtout dans les années 90. On se souvient par exemple d'Abderrahmane Tira ou encore du fameux colonel Mohamed Samrai, des noms déjà associés à ce genre de manœuvre. Il y a même eu Habib Sia, mais là encore on parlait d'officiers secondaires, pas de figure de proue, pas de tête pensante, du renseignement. Mais Nassar, lui, joue dans une autre ligue. Il ne s'agit pas d'un simple colonel ou d'un cadre moyen. Non, on parle ici du chef d'orchestre de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure. Et cette DGSI, ce n'est pas une direction parmi d'autres. C'est la tour de contrôle du renseignement algérien, le noyau dur. L'organe central de surveillance d'écoute d'analyse, c'est à la fois le cerveau, les yeux et le bras armés du système sécuritaire national. Mieux encore, c'est carrément l'épine dorsale de l'appareil militaire. En Algérie, quand la DGSI tousse, c'est tout l'État qui frissonne. Souvenez-vous, on est en 2013. C'est là que tout a basculé. Le mastodonte qu'était le DRS, cette machine tentaculaire du renseignement algérien, a commencé à se fissurer sous le coup d'une réforme sans précédent, réforme, qui finira par signer sa disparition pure et simple. Plutôt que de le réformer en douceur, on a tout simplement pris le bulldozer. Le DRS a été démantelé pièce par pièce. Résultat, une nouvelle entité a vu le jour, la DSS, la Direction de la surveillance et de la sécurité. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Chaque fonction du DRS a été envoyée dans un coin différent. La DDSE, alias Direction de la documentation extérieure, est devenue une structure à part. La DGC, qui allait devenir la DGSI qu'on connaît aujourd'hui, a été isolée. La DGL spécialisée dans le renseignement technique a également été détachée. Quant à la DCSA, la direction dédiée à la sécurité militaire, elle aussi, a été séparée. D'autres cellules plus discrètes mais non moins stratégiques ont été reconfigurées dans l'ombre, l'ex-direction du contrôle médiatique, l'unité SCORAT antiterroriste et bien d'autres. Bref, on pourrait passer des heures à énumérer. Ce qui compte ici, c'est de saisir une chose essentielle dans ce grand jeu de redistribution. Des cartes, une seule entité a su rafler la mise. Et cette entité, c'est la DGSI. Tandis que les autres directions perdaient en influence, elle montait en puissance absorbant les moyens, les cerveaux et les outils. Un vrai jackpot sécuritaire. Entre 2015 et 2019, sous la baguette du fameux BCH, la DSS prenait forme officiellement pour réorganiser le renseignement. Mais dans les coulisses, un tout autre scénario se jouait. On a vidé les caisses siphonnées, les moyens, réorienté les hommes, et deviné où tout a atterri, chez la DGSI, évidemment. Pendant que le DRS explosait en 1000 morceaux, il fallait bien qu'une structure récupère les morceaux les plus juteux. Et c'est la DGSI qui a raflé la mise. Elle a absorbé les meilleurs agents, les plus gros budgets, les équipements dernier cri, les centres d'opération les plus sensibles et tout l'arsenal technologique qu'on pouvait lui offrir. Mais ce n'est pas tout. Ce service a aussi hérité du plus large rayon d'action et du plus grand champ d'intervention. Bref, pendant que les autres directions perdaient leur souffle, la DGSI, elle gonflait ses muscles jusqu'à devenir l'héritière directe, voire la version augmentée du défunt DRS. Quand on parle de renseignement intérieur en Algérie, il n'y a qu'un seul nom à retenir, la DGSI.
Ce n'est pas juste une direction parmi d'autres, c'est la locomotive du système sécuritaire. Elle a été façonnée, équipée et armée pour dominer tout l'appareil du renseignement. Côté effectif, seules 2 institutions parviennent à la surpasser, en nombre la DGSN, la police nationale et la gendarmerie. Mais dès qu'on sort du simple comptage d'agents pour entrer dans le domaine des vraies capacités, alors là, plus personne ne joue dans la même cour. Accès privilégié aux dossiers ultra sensibles, autorité sur les enquêtes les plus confidentielles, technologies de pointe, pour la surveillance et surtout une formation calibrée à l'international, la DGSI, concentre tous les outils du pouvoir invisible. Ajoutez à cela des connexions solides avec les plus grands services secrets étrangers et un financement prioritaire de l'État algérien depuis plus d'une décennie, et vous obtenez une véritable centrale nerveuse du pays. Depuis la création de la DSS en 2015 jusqu'à aujourd'hui, c'est sur elle que reposent les paris sécuritaires les plus lourds de la République. Petit retour en arrière, direction 2013. Cette année-là, le régime algérien lance discrètement un gigantesque chantier qui allait rester longtemps dans l'ombre des radars officiels, la construction d'un tout nouveau QG pour les services secrets. Une opération bien ficelée, presque invisible, sauf pour nous chez Algéripart. On avait mené une enquête fouillée, si vous voulez creuser, elle est toujours en ligne, publiée en juillet 2017. Elle s'intitulait « Le projet Holden, un clin d'œil au lieu choisi pour abriter cette forteresse du renseignement ». Le fameux château Holden à Douéra, un site chargé d'histoire presque mythique pour les habitants de la région. Ce domaine colonial autrefois familial faisait partie du paysage depuis des décennies. Et son histoire n'est pas banale après le coup d'État de 1965 orchestré par Boumedienne. C'est là que fut placé en détention l'ancien président Mohamed Ben Bella. Il y restera jusqu'au début des années 80 avant d'être libéré par son successeur. Un lieu symbolique donc que l'État a fini par raser partiellement pour y faire pousser un complexe ultra sécurisé. Ironie du sort, un ancien bastion de pouvoir devient le berceau de la surveillance moderne. Adieu les vieilles pierres et le charme colonial. L'ancien château Holden a été en grande partie rasé, pulvérisé pour faire place nette à un mastodonte flambant neuf. Un complexe militaire et sécuritaire de dernière génération, pensé pour devenir le cœur battant du renseignement algérien, nouvelle version. Et tenez-vous bien, les premiers coups de pelleteuse datent de 2013. Les autorités n'y sont pas allées avec le dos de la cuillère. Elles ont convoqué le gratin des firmes internationales, les plus gros poissons des secteurs technologiques et du BTP, y compris des géants algériens sous tutelle de l'État. Et ensuite, elles ont sorti le chéquier XXL. Objectif, construire un QG digne d'un film de science-fiction. Des serveurs surpuissants, de la cybersécurité blindée des caméras, à la précision chirurgicale des murs bardés de fibres optiques et des systèmes de vidéosurveillance qui feraient pâlir la CIA. Bref, rien n'était trop cher, trop complexe ou trop ambitieux. Le mot d'ordre: mettre le paquet pour offrir à la DSS une forteresse connectée high-tech et quasiment impénétrable. Et ce n'était que le début. À l'origine, ce méga-complexe flambant neuf construit aux portes de Douéra, juste à côté du célèbre château Holden, devait accueillir toute la galaxie des services secrets algériens. L'idée était simple: centraliser, regrouper, concentrer toutes les branches, un QG tentaculaire pour un État hyper connecté. Et pour accoucher de ce monstre technologique, l'Algérie n'a pas hésité à frapper aux portes du gratin mondial. Des noms comme Nokia, Ericsson, Microsoft, des délégations chinoises, des techniciens russes, et même des experts venus tout droit de la CIA ont été sollicités. Rien que ça, le chantier titanesque s'est étalé sur près d'une décennie, de 2012-2013 jusqu'en 2020. Mais plot twist, en 2019, sous l'impulsion de Gaïd Salah, une décision de dernière minute a tout changé. Avant même le départ du général Wassini Bouaza, l'État décide que seule la DGSI héritera du bijou technologique de Douéra. Les autres recalés. La DCSA reste clouée à son QG habituel, directement rattaché au ministère de la Défense. La DDSE n'a pas bougé d'un pouce de Ben Aknoun. Quant à la DGRT, toujours dans la périphérie d'Alger, elle continue de gérer tout ce qui touche aux écoutes et à la guerre électronique, mais loin du nouveau centre de pouvoir. Bref, le projet qui devait être collectif s'est transformé en trône exclusif pour la DGSI. Game over, pendant que les autres services
Restez taquet, la DGSI, elle a raflé la mise. Le complexe high-tech de Douera, c'est pour elle. Offert sur un plateau d'argent. Et attention, on ne parle pas d'un simple immeuble administratif. Non, ce truc-là, c'est du James Bond version béton armé. D'après mes contacts des gens qui y ont mis les pieds, le site est un véritable bunker du futur mur blindé, vitres, pare-balles, sous-sol profond et parking à 3 niveaux. Une véritable forteresse souterraine. On y trouve même des bonheurs, des abris sécurisés capables d'héberger jusqu'à 800 personnes. Objectif: mettre à l'abri toute la chaîne de commandement de l'État en cas d'attaque, qu'elle soit militaire terroriste ou même nucléaire. Oui, nucléaire. Mais ce n'est pas tout. On m'a parlé d'un réseau interne impressionnant. Des véhicules électriques circulent à l'intérieur, comme dans un resort de luxe, des systèmes de télésurveillance dernier cri et une connexion Internet digne de la NASA. Rien à voir avec le Wi-Fi en carton que subit la population. À l'intérieur, tout est calibré pour fonctionner même en cas d'apocalypse. Une chose est sûre, pendant que le peuple rame pour charger une vidéo en 144p, là-bas, ça télécharge la planète en temps réel. On est clairement face à un monstre de béton et de technologie. Ce complexe de Douera, c'est comme si l'Algérie s'était dit à l'époque « et si on copiait les Américains façon l'anglais quartier général de la CIA ?» Résultat, une forteresse futuriste bardée de systèmes de pointe d'innovation dernier cri construite pour en mettre plein la vue et rappeler à tout le monde que les services de secrets algériens aussi savent jouer dans la cour des grands. Un bijou d'ingénierie censé accueillir toute la crème du renseignement national. Mais voilà le twist, malgré les ambitions initiales, la DSS censée en faire son quartier général n'y a finalement jamais mis tous ses cartons. Depuis 2020, une seule entité occupe les lieux et pas n'importe laquelle, la DGSI. Seule dominante confortablement installée dans ce palace de la sécurité. Et ce détail n'a rien d'anodin. Il en dit long sur les rapports de force au sein de l'État profond algérien. Quand un bâtiment pensé pour plusieurs agences devient le fief exclusif d'une seule, c'est que cette dernière ne partage plus rien. La DGSI est passée du statut de direction à celui d'empire. Mais ce qui distingue véritablement la DGSI des autres structures, c'est un petit détail explosif. Et ce que je m'apprête à vous dévoiler ici, ce n'est pas une fuite incontrôlée, c'est un acte de salubrité publique. Ce n'est pas trahir l'État, c'est au contraire vous faire comprendre à quel point la vérité est stratégique. Car c'est justement cette vérité qui explique pourquoi le fameux Nassar n'est pas un simple fugitif parmi tant d'autres. Ce monsieur n'a pas fui avec une valise et des regrets, il est parti avec un coffre-fort dans la tête. Il détenait l'accès aux documents les plus sensibles de la République, du militaire, du sécuritaire et même des dossiers politico-judiciaires qu'aucun civil ne devrait jamais approcher. Bref, il ne s'est pas évaporé dans la nature. Il est parti avec la mémoire vive du régime sous le bras. En Algérie, les hommes qui dirigent la DGSI ne sont pas choisis au hasard. Ce sont les vétérans du renseignement, les têtes pensantes du système, ceux qui savent lire entre les lignes, décrypter une crise avant même qu'elle n'éclate. Des profils ultra connectés, informés avant tout le monde et surtout mieux que tout le monde. Pourquoi ce privilège ? Parce qu'ils ont un accès direct à une entité dont l'existence même relève presque de la légende urbaine, le BUS Bureau des études et des synthèses. Une structure tellement discrète qu'elle pourrait passer pour un mythe, et pourtant elle est bien réelle. Logée dans un recoin méconnu d'Alger à Ibrahim, cette cellule fonctionne comme le cerveau central du renseignement algérien. Sa mission : récolter tous les flux d'informations générés par les multiples bras du système sécuritaire. L'enseignement militaire, l'espionnage extérieur, le renseignement intérieur, les écoutes techniques, rien ne lui échappe. Même la police et la gendarmerie y versent leurs rapports. En clair, le BES est le point de fusion de toutes les données sensibles du pays et seuls quelques élus dont les chefs de la DGSI y ont un accès intégral. Alors à quoi sert ce fameux BES ? Sa mission est limpide, faire parler les données. Il reçoit des flots d'informations brutes en provenance de tous les coins du système sécuritaire, que ce soit la police nationale, DGSN, les militaires, les espions de l'étranger, les experts en cybersurveillance ou les agents du renseignement intérieur. Et ensuite, il trie, il croise, il dissèque, puis il compile tout ça dans des rapports ultra détaillés synthétisés avec une précision chirurgicale. Ces dossiers ne sont pas des notes de service jetables. Non, ce sont des archives classées,
stockés dans une base de données confidentielle qui fait office de mémoire centrale des services secrets algériens. Le plus fascinant, un seul individu, une seule cible peut faire l'objet de plusieurs centaines de pages d'analyse. Oui, vous avez bien entendu. Pour un seul nom, le BES peut produire 400, 500 voire 600 pages retraçant tout réseau fréquentation, habitudes, failles, potentiel. Rien n'est laissé au hasard. Si vous êtes fiché là-dedans, c'est que vous êtes scruté jusqu'à l'os. Autrefois, le BES relevait directement du DRS sous l'œil vigilant du général Tafir, le tout-puissant patron du renseignement d'antan. Puis lors de la grande reconfiguration, on avait prévu de le rattacher à la DSS via un poste de coordinateur des services secrets. Mais ça, c'était sur le papier, car depuis 2019-2020, les choses ont changé discrètement mais radicalement. Le BES est désormais placé exclusivement sous l'autorité de la DGSI. Traduction. Seule la DGSI peut désormais plonger dans le trésor informationnel que contient le BES. Les autres directions, même les plus stratégiques, la DDSE Renseignement Extérieur, la DCSA Sécurité Militaire, la DGRT Technique ou encore la DGRC Gendarmerie, n'y ont strictement aucun accès. Autrement dit, le coffre-fort central du renseignement algérien est verrouillé et la seule à détenir la clé, c'est la DGSI, un monopole absolu sur l'intelligence nationale. C'est plus qu'un avantage, c'est une forme de souveraineté dans la souveraineté. Concrètement, le chef de la DGSI, et en l'occurrence Nassar à l'époque où il tenait les rênes, bénéficiait d'un accès direct illimité et exclusif au BES. C'est là que réside toute la différence. Pour vous donner une idée claire, prenons un exemple. Disons moi-même Abdar. Les services secrets ont déjà rédigé des rapports sur moi. Oui, carrément. Plusieurs directions ont mené leurs petites enquêtes, chacun dans son coin. Et c'est pas exceptionnel. Ce genre de fichage de surveillance ciblé tous les États du monde s'y adonnent, même ceux qui se targuent d'être des démocraties exemplaires. Quand vous êtes un personnage public, un VIP, un acteur un peu trop visible dans les médias ou les réseaux, vous devenez automatiquement un sujet d'étude. Ils scrutent vos fréquentations, vos affaires, vos liens à l'international. Et surtout, ils évaluent une chose, êtes-vous un risque potentiel pour l'ordre établi? Voilà comment on se retrouve sans s'en rendre compte sous la loupe du système. Le truc, c'est que chaque service joue sa partition en solo. La DDSE spécialisée dans l'espionnage extérieur rédige son propre rapport dans son coin. Le renseignement militaire de son côté peut aussi enquêter. Même si, soyons honnêtes, en principe, il n'est pas censé fourrer son nez dans la vie des civils. Sauf que voilà, s'il s'avère que vous avez un cousin, un oncle, un pote ou même un ex-beau-frère dans l'armée, vous devenez soudain un sujet d'intérêt. La DGRT, elle écoute. C'est littéralement son job capter, filtrer, décoder. Qui vous appelez, qui vous fréquentez, ce que vous dites au téléphone ou sur les applis. Et bien sûr, la DGSN et la gendarmerie font aussi leur petit boulot d'enquête en notant méthodiquement tout ce qui les concerne. Et au final, toutes ces pièces du puzzle, qu'elles soient techniques, humaines ou sociales, atterrissent au même endroit, le BES. C'est lui qui digère tout ça, croise les infos, alimente les fiches et bâtit un dossier, parfois sans même que vous le sachiez. Imaginons un instant que la DDSE rédige un petit rapport bien ficelé sur moi, disons, 6 pages. La DCSA, elle pond le sien 5 pages aussi. Quant à la DGRT spécialisée dans les écoutes, elle balance 4 ou 5 pages de plus. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais une fois toutes ces pièces rassemblées, c'est le BES qui entre en scène. Et là, on change de dimension. Ces données, le BES ne les lit pas simplement. Il les décortique, les croise, les superpose, parce que là-bas, il ne travaille pas avec des stagiaires. Non, leurs analystes sont formés dans les meilleures écoles de renseignement de la planète. C'est du haut niveau de la crème de la crème. Et pour disséquer l'information, ils ne se contentent pas d'intuition. Ils ont des algorithmes de traitement ultra spécifiques, des grilles d'analyse pointues, et des méthodologies que même la CIA leur envierait. Résultat, ce qui était une poignée de rapports disparates devient un dossier monstre pouvant atteindre 400 500 voire 600 pages, juste sur ma petite personne. Autant dire que si vous figurez dans leur base, vous êtes pas plus exposé qu'un influenceur un jour de scandale. Évidemment, plus le personnage est lourd dans le paysage, plus le dossier est lourd aussi
On ne va pas consacrer 600 pages à un inconnu de quartier. C'est le niveau de notoriété, l'influence et surtout le potentiel de nuisance qui dicte le volume. En clair, plus vous pesez, plus vous êtes fiché. Et c'est là que le patron de la DGSI, tranquillement installé dans son fauteuil, entre en jeu. Lui, il n'a pas besoin d'aller chercher. Il clique et il a accès à toutes les données ultra sensibles compilées par le BES. Ce luxe, aucun autre service ne l'a. Ni la DDSE, ni la DCSA, ni la DGRT. Tous ces services peuvent bien tourner autour du pot. Le BES ne travaille qu'avec un seul client, la DGSI. Donc quand Nassar, en bon stratège, voulait en savoir plus sur moi ou sur n'importe qui d'autre, il n'avait qu'à piocher dans cette mine d'or exclusive. Les autres, eux, restent dans le noir même s'ils ont un badge et un grade. Et ce n'est pas tout. Dans les fameuses bases WW se trouvent des archives dormantes, mais redoutables, celles du DRS et des services secrets algériens depuis les années 70 et 80. Vous croyez qu'Internet vous connaît bien? Attendez de voir ce que ces fichiers contiennent. Tapez un nom, le vôtre, le mien, peu importe, et vous tombez sur des photos d'enfance, des clichés oubliés parfois, même intimes, stockés là depuis des décennies. Moi, par exemple, on y retrouve mes photos de gamins posant innocemment, tout comme celles de Saïd Béfik ou encore des portraits de jeunesse de Abdi Tebboune, le tout bien rangé, bien archivé. Parce qu'en Algérie, les services ne jettent rien. Ils collectionnent, ils compilent, ils conservent tout. Oui, oui, ils gardent tout, absolument tout. Des clichés de vous à l'âge de 4 ans, une photo de classe de maternelle, un selfie pixelisé d'une vieille réunion de famille, rien ne leur échappe. Chaque image, chaque souvenir figé sur pellicule ou numérique est aspiré, conservé, classifié. Pas pour un album souvenir, mais pour alimenter une base de données qui ferait frissonner un serveur de la NSA. Et le plus troublant, c'est que tout ça rappelle étrangement la bonne vieille Stasi, la police politique de l'Allemagne de l'Est. Quand leurs archives sont tombées entre les mains du public, on a découvert des montagnes de dossiers, des millions de fiches individuelles compilées sur la population entière, comme dans un immense jeu de société où tout le monde était une carte à surveiller. Alors, coïncidence historique ou simple continuité d'un certain art de la surveillance à l'ancienne sauce autoritaire? En Algérie, on ne va pas prétendre avoir copié la Stasi à la virgule près, mais l'esprit y est, croyez-moi. Bon, peut-être qu'on n'a pas encore de fiches pour chaque citoyen qui prend un café au coin de la rue. Mais dès que vous commencez à sortir un peu du lot, que ce soit à la télé, en politique, dans le business, ou même sur les réseaux, vous passez dans le viseur. Pas besoin d'être président ou milliardaire, suffit d'avoir un minimum de visibilité publique ou d'interagir de près ou de loin avec les sphères de pouvoir. Et là, devinez quoi? Vous gagnez un petit privilège discret, un dossier personnel au BES, le fameux Bureau des études et des synthèses. Ce n'est pas un classeur de souvenirs, non. C'est un condensé d'informations sensibles, mises à jour au fur et à mesure que vous respirez, en silence mais avec une précision chirurgicale. Autant le dire clairement, le boss de la DGSI joue dans une autre catégorie. Il détient des infos que même les autres directions de sécurité ne peuvent qu'imaginer. Et quand c'est un profil comme Nassar qui occupe ce fauteuil-là, les enjeux prennent une autre dimension. Parce qu'en tant que patron, il ne se contente pas de consulter ce qu'on lui transmet. Non, il est au cœur de l'action, il supervise, il creuse, il compile. Et surtout, il accède à des dossiers que même les plus hauts responsables de l'État n'ont jamais lus. Il faut comprendre une chose, les portes que la DGSI ouvre d'autres se les prennent en pleine figure. Et Nassar lui avait toutes les clés, absolument toutes. Prenons un cas concret, le terrain de jeu préféré de la DGSI, les ambassades étrangères. Vous croyez qu'un ambassadeur peut faire un pas à Alger sans être noté quelque part? Oubliez ça. La vérité, c'est que la DGSI a ses yeux et ses oreilles partout. Ambassade de France couverte, celle des États-Unis également. Dès qu'un diplomate étranger s'aventure hors de sa chancellerie, le signal est capté, les micros sont branchés. Chaque déplacement est potentiellement écouté, analysé, stocké. On est moins dans le protocole diplomatique, plus dans la série d'espionnage en temps réel. Et le plus fort, tout cela se fait sans que l'intéressé ne se doute qu'il est l'invité vedette d'un show dont il ignore l'existence.
Imaginez un ambassadeur étranger qui pense pouvoir déguster tranquillement un tagine à l'ADC. Grave erreur. Dans son assiette, peut-être du poulet. Mais au-dessus de sa tête, des micros cachés, son chauffeur, sur écoute, sa conversation de fin de journée enregistrée, analysée, archivée. Et ce n'est pas tout. Tous les Algériens employés dans les ambassades occidentales dans les chancelleries étrangères à Alger ont droit à un suivi de très près. Car, et c'est là le coup de maître, le renseignement intérieur s'est infiltré dans chaque recoin du dispositif diplomatique. Un vrai jeu d'échecs à huis clos où le moindre pion peut être une oreille déguisée. L'une des fonctions clés de ce service, surveiller dans l'ombre. Car le renseignement, ce n'est pas faire la police de quartier. Ce n'est ni courir après les trafiquants, ni s'occuper de la petite corruption ou des histoires de mœurs douteuses. Non, le vrai jeu, c'est le contre-espionnage. Et à ce petit jeu-là, la DGSI est reine. Elle ne se contente pas d'observer, elle traque, infiltre, anticipe. Tout ce qui transite dans les couloirs feutrés des ambassades Nassar Joun en avait connaissance. Rien ne lui échappait. Le moindre geste, la plus anodine des conversations diplomatiques, tout était consigné, interprété, décodé. C'est dans son mandat, dans son ADN, traquer, écouter, cartographier les va-et-vient des diplomates étrangers. Leurs habitudes connues, leurs fréquentations répertoriées, leurs liens décortiqués dans les moindres détails. Tout ce travail d'ombre, c'est l'affaire de la DGSI algérienne. Ils ont des dossiers sur tout ce qui bouge. Et croyez-moi, pour avoir tendu l'oreille à quelques confidences venues de l'intérieur, il ne manque ni de moyens, ni d'oreilles, ni d'yeux. La DGSI, elle s'infiltre comme un poison lent, invisible, mais total. La DGSI algérienne. Elle ne frappe pas à la porte des ambassades, elle entre par les murs. Qu'on parle de la représentation française ou du prestigieux QG étoilé des Américains, elle y a ses pions, ses visages connus, ses oreilles bien placées. Alors oui, peut-être que les salons dorés des ambassadeurs restent hors de portée, mais les coulisses, les cuisines, les arrière-bureaux, déjà investis. Discrète mais efficace, la DGSI ne cherche pas à briller. Elle préfère voir sans être vue. Voilà, le tableau. Nassar Joun n'est pas un espion ordinaire, c'est le gardien des coulisses. Avant d'éteindre la lumière de son bureau chaque soir, il feuillette ses rapports comme d'autres lisent le journal. Qui a rencontré qui, où, pourquoi? Tout est noté, classé, analysé. Ces détails confidentiels sur les diplomates étrangers, même le président Abdidou n'en sait pas autant. Et ne parlons pas de Syrie, la pauvre IA serait larguée face au carnet noir de Nassar. Quand il s'agit de traquer l'ombre, la DGSI ne fait pas dans la demi-mesure. Qu'il s'agisse de débusquer les réseaux terroristes ou de s'infiltrer dans les cercles armés, elle est déjà là souvent avant que le danger ne prenne forme. Ces indicateurs dissimulés dans les replis des maquis algériens ou glissés sous couverture au-delà des frontières. Car oui, le bras de la DGSI dépasse les limites de la carte d'Algérie. Elle sait s'inviter discrètement chez les voisins quand la menace l'exige. Dès qu'un péril plane sur la sécurité du pays, la DGSI se met en mouvement ici ou ailleurs. Même si le danger germe à l'étranger, elle a carte blanche pour intervenir avant qu'il ne franchisse les frontières. Et ce n'est pas tout, elle détient aussi ce que beaucoup de services lui envient, le statut de police judiciaire. Autrement dit, elle peut ouvrir des enquêtes, les mener à bien, puis les transmettre aux juges. Ce privilège, le renseignement extérieur ne l'a pas. Eux, ils observent, mais ne peuvent pas actionner le levier judiciaire. La DGSI, elle sait enquêter et faire condamner. Le véritable centre de gravité du pouvoir sécuritaire en Algérie, c'est le renseignement intérieur sans l'ombre d'un doute. Et ceux qui ont dirigé cette machine redoutable n'étaient pas de simples fonctionnaires, c'étaient des figures de poids, des piliers de l'État profond. C'est là que bat le pouls du système sécuritaire, le noyau dur des opérations de l'ombre. Alors comprenez bien une chose, Nassar n'a rien du fugitif ordinaire qu'on croise dans les journaux. C'est une pièce maîtresse du puzzle. Les données que Nassar Joun a pu consulter, on ne parle pas ici de simples documents, on parle de véritables détonateurs nucléaires à retardement. À côté de ça, les archives que manipulaient des gens comme Habib Chent Nazar ou même Nassar, c'est de la poudre pour bébé de la mousse légère. Ils n'ont jamais mis les mains dans le cambouis de l'opérationnel, pas comme Nassar.
Lui, il évoluait en première ligne au cœur du système avec un pass illimité dans la base ultra sensible du BES. Et là-dedans, ce n'est pas juste des dossiers techniques, on parle d'informations confidentielles sur la vie privée intime, même des plus hauts dirigeants du pays. Alors forcément, sa cavale à l'étranger, ce n'est pas une fuite anodine. Ce n'est pas la désertion d'un chef de brigade ou d'un officier lambda. On parle du patron de la plus redoutable machine de renseignement de l'État algérien. Un homme qui détenait les leviers les plus puissants, les autorisations les plus larges et des capacités d'action que même certains ministres n'osaient rêver.